Bonjour à tous et bravo de vous être levés. Donc 9 h du matin, moi je suis chargé de vous réveiller. Je vous préviens, ça va être compliqué parce qu'on a un contenu très très dense. J'ai beaucoup de choses à vous raconter sur le native advertising. Donc je suis Sylvain Palais, je suis planeur stratégique chez M-Publicité. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est qu'un planeur stratégique, ça vous le verrez dans les off à 11h45 tout à l'heure. Par contre, M-Publicité, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. C'est une régie publicitaire, donc c'est finalement une entreprise qui est chargée de vendre les espaces publicitaires de journaux, de sites internet, etc. Et M-Publicité, c'est la régie du groupe Le Monde. Donc le groupe Le Monde, c'est Le Monde, lemonde.fr, les applications mobiles, mais aussi Télérama, Courrier International, le Huffington Post, M le magazine, et plus récemment le Nouvel Observateur, Obsession et Challenge. Donc je vous préviens, accrochez-vous, parce que le début de la presse, c'est quand même un petit peu costaud, puisqu'on va parler vraiment sociologie des médias, sémantique, et des concepts un petit peu... voilà, vous allez un petit peu avoir l'impression de retourner à l'école, donc prenez des notes, et ceux qui arrivent en cours de route, vous copiez sur les voisins. Donc, le principe du native advertising, en réalité, c'est quelque chose dont on entend parler depuis un certain temps, depuis 2 ans maintenant, surtout dans les médias anglo-saxons, et un petit peu comme le reste, comme le brand content, comme le content marketing, comme le branded entertainment, on se dit que c'est peut-être un peu un buzzword qui est là et qui va peut-être disparaître et on ne sait pas trop. Et souvent, quand il y a des buzzwords comme ça, ce qu'on observe sur un marché, c'est que les différents acteurs du marché vont se jeter tête baissée dans la bataille de celui qui va sortir son offre en premier. Voilà, il faut être le premier à sortir son truc, comme ça on capte tous les annonceurs, etc. Et c'est super bien. Chez M-Publicité, nous on s'est dit qu'il y avait peut-être un truc un petit peu plus profond dans le native advertising, une démarche peut-être qui touche un petit peu plus en profondeur la façon dont fonctionne la publicité et les médias. Et on s'est dit que du coup on allait prendre un petit peu plus de recul. On allait peut-être mettre en place un travail de réflexion un petit peu plus profond que juste essayer de copier ce que font les Américains et faire la même chose en France. Donc voilà, on s'est dit qu'il ne fallait pas le prendre à la légère. Donc la première chose qu'on allait voir, c'est des chercheurs. On s'est dit, on va aller voir des mecs qui savent de quoi ils parlent, on va aller voir des mecs qui travaillent dans la recherche du marketing, de la publicité et de la communication depuis des lustres. Je bois un coup. Vous pouvez faire pareil. Ces mecs-là, on allait les chercher au CELSA, donc l'école des hautes études de l'information et de la communication à Paris, et on allait chercher une enseignante-chercheuse qui s'appelle Caroline Marty de Montetti, que je salue, qui a essayé de nous expliquer que, en fait, le native advertising, ça rentrait dans un geste publicitaire qui est large, mais très large, et qui existe depuis très très longtemps, et d'où sortent tous les trucs qui sont le brand content, les magazines de marque, le placement de produits, etc. Toutes ces choses-là, en fait, s'insèrent dans un truc que je vais essayer de vous expliquer, mais je ne suis pas sûr d'y arriver. Mais tout ça s'insère dans cette espèce de geste de sémiotique médiatique, etc., qui sont en fait un système entre dépublicitarisation et hyper-publicitarisation. Je vous jure que je vais réussir à vous l'expliquer. Alors, la première chose, c'est la dépublicitarisation. En fait, en tant que consommateur, vous l'êtes, je le suis aussi, on a une méfiance vis-à-vis de la publicité, une défiance même. C'est-à-dire qu'on est tous un petit peu publiphobes par rapport au discours publicitaire, au côté un petit peu manipulatoire de la publicité, du discours marchand. On essaye à tout prix de nous vendre des choses. L'espace médiatique est saturé de publicité. Donc, on est un petit peu dans une phase de rejet de toutes ces choses-là. Donc ce que se sont dit les marques et les professionnels du marketing, c'est qu'il fallait réussir à contourner un petit peu ça, à être un petit peu plus original, à se différencier et surtout à faire des choses que les autres font pas. Le professionnel du marketing est toujours en recherche de ce qu'il appelle le never done before. Il est là, ouais, non, nous on veut faire du never done before, c'est super important. Donc toujours le but c'est de se différencier. Et en fait, ces deux choses-là, donc le rejet de la publicité par les publics et la volonté de se différencier systématiquement, donnent naissance à des phénomènes de dépublicitarisation. C'est-à-dire qu'on va retirer au message publicitaire tous ces attributs qui font que c'est un message publicitaire, tous ces attributs qui font que c'est un discours marchand qui veut nous vendre quelque chose. Donc on va en fait créer des objets un petit peu
hybride, une sorte de métissage entre les médias et la marque. C'est-à-dire qu'on va insérer la marque dans des discours médiatiques de façon assez subtile pour que le consommateur, le public, quand il est face à son journal ou face à sa télé, il se dise « Ah bah, je suis pas du tout en train de me faire... on n'est pas du tout en train de me raconter des choses d'une marque. » Ça donne des choses comme le placement de produits, tout simplement. Le placement de produits, c'est de la dépublicitarisation. On enlève tous les attributs du discours marchand et on va placer le produit dans un média que tout le monde connaît de façon assez subtile pour que ok, j'ai vu James Bond boire une Heineken dans le dernier James Bond. Voilà. Le problème de cette pratique, c'est que si on n'est pas assez subtil, si on n'est pas assez discret, on va se retrouver en fait, et ça c'est un concept important dont on va reparler juste après, donc vous pouvez le noter comme ça fait bien, c'est qu'un public, quand il se retrouve face à un média, il a toute une batterie de codes et de repères médiatiques. Et si on brise ces codes et ces repères en le mettant face au discours d'une marque, il va se passer ce qu'on appelle une rupture de l'horizon d'attente. C'est un terme qu'on utilise en jeu de rôle d'ailleurs aussi, ça n'a rien à voir, mais je vous le dis quand même. Et donc cette rupture de l'horizon d'attente, non seulement ça brise la confiance qu'il y a entre le lecteur et le média, mais en plus ça dévalorise la marque. Donc c'est bon pour personne. L'autre concept, après c'est beaucoup plus simple, je vous assure. L'autre concept, c'est l'hyper-publicitarisation. Donc ça va être un petit peu l'inverse. La marque, au lieu de louer un espace publicitaire comme elle le fait d'habitude, au lieu d'acheter une bannière, au lieu d'acheter une page dans un magazine, au lieu d'acheter un spot à la télé, elle veut devenir auteur elle-même, elle veut devenir le média. Étymologiquement, auteur et autorité, c'est la même racine. La marque se dit, les médias sont puissants, les médias ont de l'influence, les médias construisent les normes de la société, je veux faire la même chose. Qu'est-ce qui m'empêche de faire la même chose? Et là, qu'est-ce que ça donne? Ça donne des magazines de marque, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez le magazine de marque de Red Bull, qui s'appelle le Red Bulletin, qui est un magazine sur les sports extrêmes, avec un logo Red Bull en haut à gauche, qui est un très bon magazine. Ils ont une super application iPad. Et ben ça, c'est de l'hyper-publicitarisation. C'est-à-dire que la marque devient finalement média. Je fais une pause. Donc voilà, ça c'était le contenu universitaire un petit peu chiant. Ah non, il en reste. Non, mais tout ça en fait, c'est-à-dire que ce côté idéal médiatique, genre il faut absolument qu'on arrive à s'insérer dans les médias de façon détournée parce que les gens croient en les médias, ils les croient sur parole alors que nous, notre discours de marque, ils n'y croient plus. Ça, c'est le côté vraiment idéal médiatique. Et le côté, s'il y a des médias qui ont figure d'autorité, nous on peut le faire aussi. On va créer un magazine de marque, donc l'hyperpublicitarisation, cette tendance à l'auto-publication. Un média qui crée un compte Twitter, c'est ça aussi, c'est de l'auto-publication. Une marque pardon, qui crée son compte Twitter, c'est de l'auto-publication. Ces choses-là concourent à une croyance, à une fascination pour le contenu. Et enfin, vous pouvez me contredire, mais ça fait des années qu'on entend dans toutes les bouches que ce qu'il faut faire, c'est du contenu, c'est du contenu, c'est du contenu. Si je vous dis « content is king », vous avez tous entendu cette expression, tous. Est-ce que vous êtes capable de me dire d'où elle vient? Non. J'ai essayé de remonter. J'arrive à 1995 dans un article de Wired, et même dans cet article, il cite un autre truc que je n'ai pas réussi à retrouver. Donc ça tourne comme ça. Dans les écoles, on l'apprend. Dans les écoles de journalisme, dans les écoles de pub. Quand on arrive dans une entreprise, on nous dit ah, l'important c'est le contenu, c'est le contenu, c'est le contenu. On ne sait pas vraiment pourquoi. D'après nous, d'après les chercheurs qu'on est allés voir, ça vient de tout ça en fait. C'est une croyance très forte dans le contenu qui fait figure d'autorité. Donc voilà. En fait, le moteur de la dépublicitarisation, c'est cette société médiatique dans laquelle on vit, qui construit les normes de la société et qui fait autorité, et on veut tous en être. Les problèmes de ces deux tendances, c'est que si elles sont utilisées à outrance ou mal utilisées, elles peuvent donc faire de la rupture d'horizon d'attente auprès des consommateurs et créer des bulles communicationnelles qui éclatent à la tête des publics. Et si les médias ne sont pas des sanctuaires et qu'on peut faire beaucoup de choses avec eux, il y a quand même aussi des limites à la déontologie médiatique et à la déontologie journalistique, et les marques ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent dans les médias.
Et donc, c'est tout l'objet du travail qu'on a mis en place chez M-Publicité, de ce projet d'essayer d'enquêter, de réfléchir sur ce qu'est le native advertising, plutôt que sortir des offres sans réfléchir à ce qu'il y a derrière. On s'est dit, nous, on va prendre un petit peu de recul, on va regarder les autres se battre, et on va essayer de réfléchir vraiment à ce que c'est le native advertising. Donc, comme je vous le disais, il suffit de faire un petit tour sur Google Trends et de taper native advertising pour voir la courbe de progression de la recherche de mots-clés. C'est assez impressionnant. Ça débarque en fait en mai 2011, ça explose en août 2012, aux États-Unis en tout cas. Et là, c'est toujours pas redescendu, hein, je suis allé voir hier, donc ça n'a toujours pas atteint son paroxysme. Et donc là, on voit quelques headlines de médias anglo-saxons spécialisés, etc. Et en France aussi, on en parle. Et même dans des médias grand public, on va avoir des articles comme des articles dans Libération, ce genre de choses, même dans Le Monde, etc. Et souvent, ce qu'on repère, c'est que c'est des interrogations, des attentes, de qu'est-ce que ça change pour le lecteur, etc., etc. Et pourtant, c'est un marché qui existe. En 2013, 90% des éditeurs qui font partie de la Online Publisher Association aux États-Unis proposent des dispositifs de native advertising. Donc c'est assez énorme quand même. Donc l'idée en fait de cette slide, c'est que en 2013, il y a une étude qui est sortie du Club des annonceurs. Donc c'est un petit peu l'équivalent de la Online Publisher Association, mais du côté des entreprises, où ils ont pris un petit peu de recul sur leur activité de ces dernières années. Et ils se sont rendus compte que la marque était devenue l'énergie vitale. Donc bon, c'est des publicitaires, hein, ils aiment bien utiliser des mots comme ça. La marque était devenue l'énergie vitale de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur des produits, on n'est plus sur une vision corporate, on est sur la marque. C'est la marque qui est la plus importante, c'est la marque qui va définir la stratégie, c'est la marque qui va définir la vision, la mission de l'entreprise, etc. C'est culturellement et publicitairement, c'est super important comme changement en fait, parce que quand on communique sur de la marque et pas sur des produits, on ne communique pas de la même façon, on ne communique pas avec les mêmes objectifs, on n'utilise pas les mêmes méthodes. Donc c'est quand même un changement de paradigme qui est assez important et qui du coup transforme toute la chaîne de valeur de la publicité. Parce que ça reste quand même la marque qui achète l'espace publicitaire sur les médias, donc ça va transformer tout ce qui en découle. C'est-à-dire que dans les stratégies de conversation et de relation entre les marques et les audiences, on va associer désormais une logique que tout le monde connaît qui est celle du media planning, donc j'achète de l'espace de façon quantitative pour toucher certaines cibles, je parle de couverture, de points de contact, de GRP, de choses comme ça. On va associer cette logique-là à une logique de content planning, donc à une logique de contenu. Je marque une pause encore. C'est pour vous permettre de respirer aussi. Et donc le choix finalement du contenant va s'articuler en fonction du contenu. Le choix de l'emplacement publicitaire va s'articuler en fonction de l'histoire que j'ai racontée, donc du contexte. Et le choix du support médiatique va s'articuler en fonction de l'ADN des marques. C'est-à-dire que si je suis, je donne un exemple gros comme une maison, hein, mais si je suis une marque française réputée pour être à droite, je ne vais pas annoncer dans Libération. Ça n'a pas de sens. Et pourtant, dans une logique de média planning pure, où on ne prend pas en compte le support, mais juste l'audience, la couverture, etc., rien ne m'en empêche. Donc ça, c'est un changement qui est très important. Comme je vous l'expliquais en intro, on pense donc que le native advertising, c'est quelque chose quand même qui n'est pas un épiphénomène, qui est quelque chose d'assez lourd, qui en est vraiment au tout début, mais qui marque un changement de paradigme en fait, dans la façon dont on va faire la publicité. Et on pense qu'un groupe média doit se forger des convictions fortes là-dessus et aller au-delà d'un simple format, mais essayer de comprendre ce que ça change vraiment et comment on le met en place. Et donc c'est avec cette idée qu'on s'est attelé à essayer de trouver une définition du native advertising, donc en prenant plein de terrains qui sont l'observation de ce que font les anglo-saxons, le travail de recherche avec des chercheurs du CELSA, des études auprès des annonceurs, des marques, des agences en France, etc. Puisqu'on pense que le native advertising aussi n'est pas universel. C'est-à-dire que le native advertising qu'on va faire au groupe Le Monde,
ça ne va pas être le même native advertising que peut-être le groupe Figaro va pouvoir faire. On pense que c'est quelque chose d'assez personnel qui touche très très fort aux médias. Hein, si on reprend l'étymologie native advertising, ça veut dire en quelque sorte que le média est la mère porteuse de la publicité. Je sais, à 9 h du mat, c'est un peu bizarre d'entendre ça, mais c'est une métaphore. Donc on a travaillé sur 2 terrains d'études. Le premier, c'est benchmark de qu'est-ce que font les anglo-saxons, puisqu'apparemment ils ont toujours 2 ans d'avance sur nous, on va aller voir ce qu'ils font. Donc on a essayé d'aller voir quelle définition des groupes comme le HuffPost UK, le New York Times, des associations d'éditeurs et des instituts d'études, quels mots ils mettaient sur le native advertising pour le définir. Donc là, on a des choses comme contenu sponsorisé. On va avoir énormément de gens qui parlent de consumer experience ou de user experience. Et on va se rendre compte effectivement que l'expérience utilisateur, c'est juste le fondement en fait, du native advertising. C'est qu'il faut arrêter de voir du prisme des marques ou du prisme de l'éditeur et enfin se mettre un petit peu dans les pompes du lecteur, quoi, du mec qui ouvre le journal tous les jours. C'est logique. Donc on va parler aussi de look and feels de l'environnement éditorial. On va parler de transparence, super important, le clear labeling. À un moment donné, il faut savoir d'où vient la pub, qui la produit, et il faut savoir que c'est de la pub aussi. Le New York Times va parler de porter l'uniforme du journalisme. Donc là, on a aussi l'importance de la qualité du contenu, de l'histoire à raconter. Et on va avoir Altimeter, donc l'Institut d'études, qui nous parle de paid, owned et earned media. Donc le paid media, c'est celui qu'on achète. Typiquement, je suis une marque, j'achète une page dans un journal, c'est du paid media. Le owned, c'est celui qu'on possède. Je suis une marque, j'ai une boutique. C'est un média, c'est un point de contact que les gens voient dans un centre commercial. C'est moi qui le possède, mais c'est un média quand même. Et le earned, c'est celui que je ne contrôle pas, c'est les conversations, les réseaux sociaux, etc. Donc pour Altimeter, le native advertising combine tout ça également. Ce qui est très intéressant aussi, c'est la manière dont les médias vont labelliser le native advertising. C'est-à-dire que quand on tombe sur du native advertising sur un site internet, vu que c'est de la publicité qui se déguise un petit peu en contenu, il y a des lois quand même. On ne fait pas n'importe quoi, donc il faut expliquer au lecteur que ce qu'il a devant les yeux, c'est une publicité. D'un point de vue sémantique, donc de l'étude du sens des mots, c'est de l'or, ça, c'est génial. Il n'y a pas un seul moment où c'est marqué publicité. On parle de contenu sponsorisé, on va parler de brand content, on va parler de sponsorship, on va parler de sponsored generated content. Il n'y a pas un moment où les Américains ou les Anglais vont utiliser le terme publicité. C'est super marrant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit beaucoup de sponsors, de partenaires. Donc on a vraiment cette idée de collaboration. C'est-à-dire que la marque n'a pas juste acheté un espace, elle a collaboré avec le journal, ou le journal a collaboré avec la marque pour créer du contenu. Donc ce content, ce contenu qui émerge pour montrer vraiment la nature de ce qu'on a devant les yeux. Et il y a aussi un élément indiciel qui est assez intéressant, c'est le in association with et le presented by, qui montre vraiment cet indice de collaboration, on vous donne cet espace pour vous exprimer qui est assez intéressant. Alors, on a continué à observer ce que faisaient les anglo-saxons et on a benchmarké en fait une 50aine de sites pour voir comment ils le mettaient en place, eux, s'ils avaient des offres, etc. Moi, je vais vous en montrer 4 ou 5, je ne sais plus. Donc l'idée, c'est d'avoir une grille de lecture. Bon, ça, c'est des slides. Vous pourrez les retrouver en ligne. Je ne vais pas rentrer dans les détails du dispositif, etc. Je vais juste vous montrer des screenshots. Forbes, c'est intéressant parce que historiquement, ce serait le premier média à l'avoir fait. C'est assez logique de leur part parce que Forbes, c'est un journal et un site internet économique. C'est-à-dire qu'il parle des entreprises, il parle des marques, c'est son métier. Donc, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est juste qu'ils ont ouvert des blogs à des chefs d'entreprise et ils ont appelé ça le programme Brand Voice, donner de la voix à une marque. Donc ça ressemble à ça. Le programme Brand Voice, c'est il y a le patron de FedEx qui vient parler, on lui ouvre une page de blog et il écrit des articles sur pourquoi être livré dans les temps, c'est super important pour la productivité d'une entreprise. À pas un seul moment, le mec va dire « venez chez nous, achetez mes produits ».
il va raconter comment son secteur, comment les centres d'intérêt de sa marque changent la façon, changent l'économie, etc. Mais à aucun moment, le mec ne va te dire « viens chez moi, viens chez FedEx plutôt que chez mon concurrent ». Et c'est ça qui change un petit peu ce qu'on voit d'habitude. BuzzFeed aussi est considéré comme un des premiers médias à avoir fait du native advertising. Eux, leur promesse est assez marrante auprès des marques. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas BuzzFeed, enfin, personne ne connaît pas BuzzFeed, mais en gros, leur délire, c'est de faire des top 10, des articles à liste, et de faire du contenu qui se partage sur les réseaux sociaux. Donc de mettre des gifs, ce genre de choses. Eux, ils font la promesse aux entreprises. Ils ne font pas des promesses de pages vues. Ils ne font pas des promesses de temps passé. Ils ne font pas des promesses de pages vues par visite. C'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas les indicateurs de performance que tout le monde utilise sur le marché. Eux, ils vont promettre à la marque des partages sur les réseaux sociaux. Ils vont leur dire, venez faire un article un peu marrant chez nous, venez faire un top 10 des chats les plus mignons, et les gens vont partager votre marque sur les réseaux sociaux. Ça, c'est assez... quand on travaille depuis longtemps, ce qui n'est pas mon cas d'ailleurs, mais quand on travaille depuis longtemps dans l'industrie des médias, avoir des mecs qui disent on s'en fout des pages vues, on s'en fout de tout ça, nous on va faire du taux de partage, ça change quand même pas mal la donne. Alors voilà, ça c'est un exemple de General Electric qui fait un top 16 des plus beaux avions que vous verrez au Bourget. Voilà, sur BuzzFeed. Donc on voit très bien que l'article, quand on se balade sur la home, il est dans le feed. Il y a un petit fond blanc derrière, c'est marqué un fond jaune, Featured Partner. Et quand on clique, on arrive sur une page BuzzFeed avec une fanbox Facebook, une tweetbox Twitter et 16 superbes avions que vous verrez au Bourget, contenu sponsorisé par General Electric. Un truc super drôle avec BuzzFeed, c'est que les mecs ont tellement d'audace qu'ils vont aller voir les marques et les agences et qui vont leur dire « venez dans la BuzzFeed Academy ». La BuzzFeed Academy, c'est quoi? C'est un cycle de formation où on va apprendre aux mecs dans les entreprises et dans les agences à faire des top 10. C'est-à-dire que les mecs qui ont Bac+5, Bac+8, qui ont fait des écoles de commerce, qui sont là à gérer une marque et tout, il y a BuzzFeed qui va venir les voir et qui va leur dire « Hey, on va faire une formation, vous allez apprendre à faire des top 10 avec des gifs de chat. » Ça va être cool. Donc ils sont quand même... voilà. Un autre exemple qui est celui de Quartz. Donc ça, c'est un média assez récent qui, lui, a bazardé la homepage, en fait. On s'en fout. Tu as un flux d'articles sur la gauche. Donc tu as juste les headlines sur la gauche. En page centrale, tu vas avoir tes articles qui défilent vraiment en flux, quoi. Et de temps en temps, entre deux articles, tu vas avoir un contenu sponsorisé. Donc là, Siemens. Ça, c'est le New York Times. Donc, un truc assez intéressant avec le New York Times, c'est qu'ils vont mettre en avant la notion de découverte du contenu. Et ça, c'est une notion très importante. C'est-à-dire qu'ils vont faire la différence entre la façon dont le contenu est découvert par l'utilisateur et ensuite la lecture du contenu en tant que tel. Là, on a une idée déjà de parcours d'utilisateur, on a une idée d'expérience utilisateur, ce qu'on n'a pas vu ailleurs pour l'instant. Donc ça, c'est l'article qu'ils avaient fait pour expliquer le native advertising, à quoi ça allait ressembler. Donc bon, vous verrez ça. En gros, c'est ça. C'est-à-dire qu'en homepage, on va avoir un petit encart bleu, donc bien identifié quand même pour une marque, avec un logo assez énorme, et on va arriver sur un article voilà, qui ressemble un petit peu à la page d'article classique du New York Times. Intéressant avec le New York Times, ils en font aussi sur mobile. Donc là, pareil, on a notre petit flux de l'appli mobile du New York Times, avec Cartier qui nous propose une petite histoire sur la fascination de la mécanique horlogère. Voilà. Donc tout ça, c'est du native advertising. Second terrain de notre étude, enfin de notre travail de réflexion. Donc le premier, c'était gros benchmark anglo-saxon pour essayer de tirer des enseignements. Deuxième terrain, on s'est dit, on va peut-être s'intéresser à ce qu'en pensent les Français, en tout cas à ce qu'en pensent les acteurs de la publicité en France. Donc l'idée, c'était aller d'interroger, de faire des entretiens avec des annonceurs, avec des agences de communication, avec des agences médias et avec des journalistes. Finalement, les 4 acteurs qui sont
partie prenante de ce nouveau format, de cette nouvelle forme d'écriture qu'est le native advertising. Donc on a essayé de comprendre quelles étaient leurs attentes, mais surtout quelles étaient leurs peurs, en fait, parce que c'est un format d'écriture qui change beaucoup de choses. Vraiment au niveau des modes de collaboration, au niveau de ce qu'on va proposer, au niveau de ce qu'on change à l'intérieur d'un média en lui-même, hein, on touche vraiment au cœur du média, quoi. On va utiliser ces pages d'articles pour mettre de la pub. C'est quand même un truc assez... voilà. Donc il y avait beaucoup d'attentes assez fortes à ce niveau-là. Donc on a identifié 3 horizons d'attente. Le premier, c'est celui des nouvelles écritures. Donc par exemple, les agences et les annonceurs, eux, ils attendent beaucoup plus de pédagogie au niveau du native advertising. Il y a une demande de clarification des offres, d'explication de ce que c'est, de ce qu'on va avoir en contrepartie, de quelles sont vraiment la valeur ajoutée, etc. La question de la valeur ajoutée, de la diversité est aussi soulevée, c'est-à-dire est-ce que le native advertising, est-ce que je peux, en tant que marque, je peux écrire un article sur ma marque et est-ce que je peux le mettre sur 50 médias? Est-ce que je dois écrire mon contenu pour qu'il corresponde vraiment à ce qu'attendent les lecteurs d'un tel média, et je ne peux pas faire la même chose sur l'autre? En gros, la question, c'est est-ce que je peux industrialiser le native advertising, ou est-ce que c'est vraiment du cas par cas, de la personnalisation, etc. Ça, c'est une question aussi qui a été soulevée. Deuxième horizon d'attente, c'est celui des conditions et des perspectives en fait, de ce que ça peut devenir, et de si on le met en place, qu'est-ce qui se passe. Le gros sujet, c'est celui de la mesure d'efficacité, en fait, puisque quand on vend de la publicité enfin de l'espace publicitaire à des marques, ils attendent des objectifs en contrepartie et en amont. Donc comment on mesure l'efficacité du native advertising? Est-ce qu'on va créer de nouveaux indicateurs? Est-ce qu'on fait comme BuzzFeed? Ou est-ce qu'on continue à faire avec des pages vues et du temps passé sur les pages? Voilà, ça c'est une question qui est soulevée aussi. Et aussi les journalistes qui posent la question de la délimitation. C'est-à-dire la question de la transparence. D'où proviennent les contenus, qui les a écrits, ça c'est très important. Et également la question de la fréquence. Est-ce qu'on fait 10 trucs de native advertising par jour? Est-ce qu'on en fait un par semaine? À quel moment le lecteur du média va péter un plomb? Voilà, ces questions-là. Et enfin, dernier horizon d'attente de cette étude, c'est les modes de collaboration. C'est-à-dire que les annonceurs, eux, ils identifient des nouveaux modes de collaboration très poussés entre les différents acteurs. Ils pensent que c'est essentiel pour mettre en place le native advertising. Donc les mots qui ressortent, c'est coproduction, co-création, proactivité, etc. Voilà, c'est censé être un facteur de succès quand même assez important du native advertising. Donc riche de tous ces enseignements, donc de ce benchmark, et de cette étude, on a lancé le projet Native M, comme M publicité, on est malin, pour essayer de donner notre définition du native advertising et de mettre en place un projet en interne pour se dire, bon, bah, maintenant on sait ce qu'on va faire, on y va. Donc notre définition, c'est celle-là. C'est peut-être pas la définition de tout le monde, en tout cas on la trouve assez générale et assez honnête, en fait. Et puisqu'elle respecte, entre guillemets, ce que j'appelle la trinité publicitaire, c'est-à-dire la marque, le média et bien sûr l'utilisateur. Donc contenu sponsorisé, effectivement, c'est de la publicité, c'est du contenu de marque, qui est pertinent pour l'utilisateur, donc on respecte quand même, voilà, qui n'interrompt pas son expérience de lecture, donc là on parle d'expérience utilisateur, c'est très important, et qui s'intègre dans l'environnement éditorial qui l'accueille. C'est-à-dire que mon contenu sponsorisé, il est dans un média, et ben il s'intègre dans ce média, tant au niveau de ce qui est écrit qu'au niveau du look and feel, de la maquette, etc. Et surtout de la façon dont le contenu est découvert. Et ça, on va le voir juste après. Mais d'abord, je bois un coup. Et c'est la partie très difficile. Réveillez-vous. Alors, c'est un truc qui nous a semblé mais extrêmement important, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des recherches, de l'observation, et quand les acteurs français, nos concurrents, ont commencé à mettre en place du native advertising, on s'est dit mais non, c'est pas possible, il faut absolument qu'on travaille là-dessus. Il y a une distinction fondamentale à faire entre le native advertising d'un côté, qui est une expérience intégrée, qui ne casse pas l'expérience de lecture de l'utilisateur, qui s'intègre dans l'environnement éditorial, et de l'autre côté des formats natifs,
qui vont utiliser finalement des emplacements qui sont effectivement natifs, c'est-à-dire que ce n'est pas des emplacements qui sont dans la colonne de la publicité, mais c'est des emplacements qui vont être autre part, mais qui ne vont pas proposer une expérience de lecture à l'utilisateur qui est native, c'est-à-dire qu'ils vont briser son horizon d'attente, comme on en parlait au début. Je vais vous donner un exemple assez concret. Imaginons que je suis en homepage d'un site média, par exemple le Huffington Post. Et là, entre deux articles, j'ai une bannière publicitaire. Ce n'est pas l'endroit normalement où il y a une bannière publicitaire. Normalement, la bannière publicitaire, elle est à droite ou peut-être en haut, au-dessus de la barre de navigation, etc. Là, ce n'est pas un endroit classique. Pour un lecteur, c'est un repère pour un article normalement. C'est ce qu'on appelle les repères natifs. Je clique dessus, ça m'emmène vers un site annonceur. Est-ce que c'est du native advertising? Non, c'est un format natif. Attention, subtilité. Je suis toujours sur ma home. Et là, entre deux articles, je vois un troisième article. C'est-à-dire que j'ai ma petite vignette, j'ai mon titre, j'ai mon chapeau. Il y a peut-être un fond jaune derrière, c'est peut-être marqué contenu sponsorisé. Mais quand même, en scrollant vite, ça ressemble beaucoup à un article. Je clique dessus et j'atterris sur le site d'un annonceur. Encore une fois, ce n'est pas du native advertising. On n'a pas une expérience qui est native du début à la fin, c'est-à-dire de la découverte du contenu jusqu'à la lecture du contenu. Troisième exemple, je suis toujours sur ma home. Comme dans le cas précédent, entre deux articles, j'ai quelque chose qui ressemble à un article, vignette, titre, description, chapeau. Je clique dessus, et là j'arrive sur un article du Huffington Post, avec toujours ma barre de navigation, ma bannière, ma colonne de droite. Un article qui ressemble à ce que j'ai l'habitude de lire, sauf qu'il y a un fond différent, et puis il y a le logo d'une marque, et puis il y a peut-être un petit warning qui dit « Ce contenu a été écrit en partenariat avec telle marque », etc., etc. Là, si le contenu en plus est intéressant et n'est pas juste de la réclame, là j'ai une vraie expérience de native advertising. Donc le native advertising, c'est une expérience complète de la découverte du contenu jusqu'à la lecture du contenu, et tout ce qui se passe entre les deux. C'est super important. Et donc, ces deux expériences qui sont format natif et native advertising qui ne sont pas la même chose, elles ont en commun, par contre, ce que je viens de vous raconter, c'est les repères natifs. C'est-à-dire les repères et les codes qu'un utilisateur qui visite un média et qui a l'habitude de visiter un média connaît en tant que repère éditorial. C'est-à-dire, si je rajoute une rubrique dans la barre de navigation, c'est un repère natif. Si j'ai donc cet article qui est entre deux articles sur la home page, c'est un repère natif. Si j'ai un post sur Facebook, voilà, si le Huffington Post fait un post sur sa page Facebook qui redirige vers un article de marque ou quoi que ce soit, c'est un repère natif aussi. D'accord? Je sais, c'est compliqué. Alors, je vais vous montrer des exemples que nous, on a mis en place chez MPublicité. Et comme on est très humble et qu'on croit aux bénéfices de l'erreur et du test and learn, on a fait ce qu'il ne fallait pas faire au début. C'est-à-dire qu'on a mis en place un format sur l'application du monde.fr, un format donc in-feed, qui est finalement, en termes de découverte du contenu sur la gauche, un article qui ressemble à un article classique. Donc on est vraiment dans du repère natif. Sauf que quand on va cliquer dessus, ça va ouvrir une vidéo, ça va ouvrir une pub en fait. Et donc ça, c'est pas du native advertising. On l'a appelé comme ça au début. Et puis on s'est dit qu'en fait, non, on faisait du format natif et que ce n'est pas du native advertising. Même chose avec le Huffington Post à droite. C'est-à-dire qu'entre la tribune de Birnbaum et un article sur une enquête sur l'alcool, on va mettre une vignette qui ressemble à une bannière publicitaire, qui est pourtant entre deux contenus de l'éditeur et qui va rediriger vers un site annonceur. Donc là encore, on est dans du format natif. Donc toujours pas de native advertising. Mais on en fait un petit peu quand même. Toujours sur le Huffington Post. Ici, on rajoute dans la barre de navigation une rubrique qui s'appelle Environnement, qui n'existait pas avant sur le Huffington Post. Quand l'utilisateur clique dessus, il arrive sur une page de rubrique qui ressemble aux autres pages de rubrique du Huffington Post, sauf que ici, le contenu est proposé par Suez Environnement. Donc on a du contenu éditorial mixé avec du contenu de marque et toujours une transparence quant à qui écrit le contenu et quand il s'agit du contenu de marque ou du contenu éditorial. Donc là, pour le coup, on n'a pas brisé
l'horizon d'attente du lecteur. On n'a pas brisé son expérience de lecture du média. Donc on est dans du native advertising. Le native advertising, ce n'est pas l'apanage du web. On peut en faire sur le print. Ici, c'est M le magazine. M le magazine, c'est un magazine qui est réputé pour avoir une maquette assez avant-gardiste, avec des jeux de typo très forts, une grande place laissée au visuel, et surtout des rubriques assez iconiques comme le portfolio, ce genre de choses. Et donc ici, on a justement ce qu'on appelle un portfolio, et on s'est associé à une marque pour le faire. Et donc ici, on reprend les codes du média, sa maquette, etc. Même chose dans un spécial gastronomie avec Cardu qui va nous écrire un article en partenariat souvent avec un pigiste. Ouais, il y a une chose claire, les journalistes du groupe Le Monde n'écrivent pas pour les marques. Donc on embauche des agences de contenu, des pigistes, etc. Sur le whisky, le single malt, comment on l'associe avec l'apéritif, etc. Ici, on voit clairement une bouteille de Cardu, etc. Mais dans l'article, la marque n'est pas citée. On n'est pas là pour rediriger vers la boutique ou quoi que ce soit. On est là pour faire finalement un petit peu d'image, de notoriété. Et donc ça reprend exactement la maquette. Je vais passer sur ce film-là parce que je manque de temps, donc on ne va pas le lancer. Merci. Et donc là, pareil, dans M le magazine, ça c'est un supplément qui est distribué à Marseille au moment de l'inauguration du musée d'art moderne et qui est écrit en partenariat avec Audi pour les Audi Talents Awards, qui est un programme de découverte des jeunes talents du design, etc. Avec des modules de visite à 360 degrés sur iPad, ce genre de choses. Alors on arrive à la fin. Je vais vous parler un petit peu du manifeste qu'on a mis en place pour faire du native advertising efficace. Et qui correspond un petit peu à ce qu'on veut faire. Donc, c'est 3 séries de 3 mots. Les 3 premiers mots, c'est les grands registres méthodologiques. Ensuite, on a 3 critères de pertinence. Et ensuite, on va avoir 3 qualificatifs qui décrivent nos méthodes. Ici, l'intégration, ça concerne autant la manière dont on découvre le contenu que le contenu lui-même. C'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est l'expérience d'utilisateur. La qualité, c'est un contenu de qualité parce que on va exiger que le native advertising soit au même niveau de qualité qu'un article dans un de nos magazines. On a une exigence par rapport à ça. Il ne faut pas qu'on la dévalorise. Et enfin, la transparence, parce qu'il y a des lois, donc déjà, il faut dire quand c'est de la publicité et quand ça n'en est pas. Et par respect pour le lecteur, on va aussi lui dire d'où vient le contenu. Donc, qui l'écrit, en fait? Est-ce que c'est la marque? Est-ce que c'est des journalistes? Est-ce que c'est une agence externe? Ensuite, nos 3 critères de pertinence qui vont nous servir en fait de grille de lecture pour personnaliser le native advertising en fonction de nos titres. C'est-à-dire qu'on considère, donc c'est un entonnoir, hein, on considère que d'abord un titre, donc Le Monde ou Courrier International, c'est une ADN en fait assez forte qu'on ne peut pas modifier. Donc les marques qui viennent nous voir, il faut qu'elles s'associent à ça, donc il faut que les ADN soient compatibles. On va le voir après, par exemple, Télérama, c'est la culture. Donc, on va avoir tendance à faire du native advertising avec des marques qui sont proches de la culture, du spectacle vivant, de ce genre de choses. Ensuite, son territoire, un titre le scinde en différentes thématiques qui sont des centres d'intérêt. Donc, par exemple, Télérama, la culture, on va avoir le cinéma, le spectacle vivant, la télé, la musique, ce genre de choses. Et enfin, le device, parce que il y a des temps de lecture, il y a des façons de raconter les histoires, il y a des moments de la journée où on va utiliser un device et pas l'autre. Quand je dis device, je parle autant de mobile tablette que de print. Hein. Je considère le journal comme un device, et même des événements que peut organiser un de nos titres, je considère ça comme un device aussi. Et donc ça, cette grille de lecture, on va pouvoir la décliner sur absolument toutes nos marques. Donc le HuffPost qu'on considère un petit peu comme la marque native, donc c'est une marque quand même qui est très dans les codes du web, qui marche très bien avec les communautés, etc. Donc on va avoir beaucoup de possibilités de faire du native advertising sur beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de centres d'intérêt et qu'on peut ouvrir des rubriques, etc. Courrier International, on va être plus sur la communauté. C'est des gens qui sont très ouverts, qui font partie de quelque chose, qui aiment le partage, etc. Donc on va se rapprocher d'une ADN communautaire. Donc on va faire du native advertising avec des marques qui sont aussi dans cet esprit-là. Télérama, comme je vous l'ai dit, c'est le hub culturel. Donc on va être plutôt sur des thématiques de culture, d'événements, avec vraiment des grands thèmes qui sont le débat, la prescription, passion, etc. Et donc là, on va avoir à peu près tous les devices, dont les événements.
aime le magazine, pour nous, c'est un petit peu le magazine iconique. C'est le beau magazine, c'est comme un joli sac. Donc on va être sur le lifestyle, la mode, le voyage, la culture, ce genre de choses. Et Le Monde, c'est beaucoup plus sérieux. On est sur vraiment c'est un journal de décisionnaires, c'est un journal de CSP+, on est sur du rayonnement, sur de la profondeur, d'analyse, etc. Donc on va avoir beaucoup plus de mal à intégrer des marques dans le journal, parce qu'on a quand même, voilà, c'est un peu un sanctuaire. Par contre, on va avoir des suppléments thématiques, des dossiers, des contenus hérédités, des archives. On a un module d'archives qui est une timeline pour remonter le temps. Ça, on va peut-être pouvoir l'associer avec des marques, etc. Donc on sera moins sur le cœur, qui est le journal ou le site, mais plus sur des suppléments, des choses qu'on fait en annexe. Et enfin, les 3 derniers mots qui sont mes qualificatifs pour décrire nos méthodes. Le premier, c'est la rareté. Le native advertising, on considère que ça doit être un produit sur mesure, qu'il n'est pas exportable, duplicable, qu'on ne peut pas le faire partout sur d'autres choses. Ensuite, la collaboration. Le processus de création publicitaire, il y a énormément d'acteurs, des agences de médias, des agences de pub, des médias, des marques, etc. Le native advertising, c'est nouveau, ça touche vraiment au cœur des médias, donc il y a des modes de collaboration à inventer, quoi. Si tout le monde veut être gagnant, il faut que tout le monde s'y mette et qu'on ait un langage commun. Et enfin, pour finir, la connaissance, puisque apparemment, il va falloir inventer de nouvelles façons de mesurer l'efficacité, l'engagement, l'émotion, je ne sais pas, la préférence, la différenciation, des choses qu'on ne mesure pas d'habitude. Nous, chez M-Publicité, on a un département comme ça qui s'appelle M-Publicité Plus 1. On a un panel avec énormément de lecteurs du monde qu'on va pouvoir interroger là-dessus. Donc c'est une mutation au long cours qui vient juste de commencer, qui n'est pas prête de finir. C'est pour ça que Native M, on l'a transformé en plateforme de curation, en site internet, qu'on met à jour en continu, que vous pouvez trouver sur nativeadvertising.mpublicité.fr. Et vous pouvez bien sûr nous envoyer des choses pour qu'on les publie. C'est une réflexion qu'on est toujours en train de mener, qui sera pas prête d'être terminée. Et c'est ma dernière slide. Je vous remercie de m'avoir écouté et passez une bonne journée.